Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du 20e congrès du Parti communiste chinois et de ses conséquences à la fois économiques et boursières. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Alors, on parle avec vous de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, qui va remplir, sauf coup de théâtre et surprise extraordinaire, pour un troisième mandat de 5 ans. Quels sont les enjeux, selon vous, de ce scrutin qui, malgré tout, est quand même sans surprise? Non, c'est sans surprise très probablement. Il y a plusieurs enjeux parce que la Chine est dans une situation un petit peu compliquée, hein. On sait que la croissance cette année a vraiment déçu, hein. On aura à peu près 3% de croissance alors qu'on attendait 5,5%. Et en fait, le pays est un petit peu englué dans une crise immobilière, dans la crise du Covid. La politique de zéro Covid est quand même très difficile, pèse beaucoup sur le moral des consommateurs et de l'économie. Et donc, on arrive à une période où, je dirais, on a besoin d'éclaircissements sur ces deux grands sujets, le Covid et l'immobilier, hein, une vraie crise immobilière. L'immobilier représente 25 à 30% du PIB. Mais en réalité, ce qui va être très intéressant aussi à suivre, c'est surtout la composition de l'organe central du Standing Committee du Politburo qui regroupe 7 membres. Il y a 3 qui vont être renouvelés. Et ce qui va être très intéressant à observer, c'est savoir si on renouvelle les sortants par des personnalités qui sont beaucoup plus préoccupées par le domaine économique que par le domaine un petit peu idéologique. Et c'est ça qui va être très intéressant à observer, très dur à décoder probablement, mais nous on va essayer de se renseigner, d'avoir des vues, parce que ça donnera la direction d'une Chine pour les prochaines années. Est-ce qu'elle sera très dogmatique ou plus pragmatique? C'est un petit peu la question qu'il va falloir essayer de comprendre à l'occasion de ce 20e congrès. Donc une Chine possiblement plus dirigiste et moins libérale. C'est ça, a priori, ce vers quoi on pourrait tendre? Depuis 40 ans, la Chine est sortie de la pauvreté, on peut dire du Moyen Âge, grâce à une politique très libérale. Mais cette politique libérale a provoqué extrêmement des écarts dans la population très forts entre des gens très riches, etc., des disparités de revenus. Et puis le pays s'est développé très rapidement et est devenu aujourd'hui le premier pollueur mondial, si on peut dire, avec 30% des émissions de CO2. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut doser entre le bien-être général de la population, peut-être sans être trop dogmatique, auquel cas on va casser, je dirais, la confiance des entrepreneurs, et c'est eux qui créent de la richesse. Donc en fait, on est entre ces deux sujets, c'est ça qu'il va falloir surveiller, mais il y a quand même des chances, vu la personnalité de Xi Jinping, qu'on aille vers une Chine un peu dirigiste. Et d'ailleurs, en termes d'investissement, c'est justement en écoutant les objectifs du gouvernement qu'il va falloir s'orienter pour trouver les bons Ouais. investissements. Avant de parler des objectifs du gouvernement, juste à quelques mots encore, Jean-Marie, sur cette conjoncture économique qui n'est pas bonne. On pourrait avoir 2,8% de croissance cette année en Chine, nous dit la Banque mondiale. C'est du quasiment jamais vu. On a connu toujours du 5, 10, voire 15% de croissance par an. Est-ce que vraiment beaucoup de voyants économiques sont au rouge, notamment dans l'immobilier, mais pas seulement? Oui, alors il est logique que plus l'économie se développe, plus le taux de croissance baisse. Ceci dit, là, il a quand même beaucoup baissé. C'est le plus bas de tous les pays asiatiques, carrément. Et effectivement, il y a beaucoup de signes de ralentissement dans l'économie. Alors l'immobilier, ça pèse énormément, hein, parce que les ménages, ces dernières années, se sont largement investis en immobilier. C'était un peu le rêve de tout le monde. Et ce rêve est un peu en train d'être cassé parce que les prix sont en train de baisser. Donc ça pèse fortement sur la confiance générale. Et d'autre part, on voit bien que la politique zéro Covid a pesé sur tout le secteur de la consommation. Et puis, il y a aussi un contexte géopolitique international qui est assez tendu. Et là aussi, on voit bien qu'avec les sanctions américaines qui sont prises sur certains segments de l'activité, notamment sur les semi-conducteurs, on voit bien que tout ça, ça pèse aussi. Et donc, il va falloir absolument que le gouvernement dose justement entre un ralentissement trop marqué qui pourrait provoquer beaucoup de mécontentement, hein, tout juste un chiffre, hein, 20% des jeunes diplômés sont au chômage aujourd'hui. Donc c'est quand même beaucoup. Les jeunes entre 19 et 25 ans, 20% de chômage, c'est quand même beaucoup. Donc il y a vraiment des gros sujets. Est-ce que, je pose la question, hein, mais est-ce que la Chine, c'est une zone, on va dire, moins fréquentable pour les fonds ISR, pour les placements estampillés ESG, du fait de cette politique zéro Covid, du fait de la géopolitique aussi, et des alliances qui sont en cours entre la Russie notamment et la Chine? Alors effectivement, c'est aujourd'hui la tentation de dire c'est un pays qui n'est pas fréquentable, hein, dans la lignée
comme vous l'avez rappelé, David, de ce qui se passe dans le monde. Ceci dit, si on veut être pragmatique et efficace, si on pense à la planète, on est sur le pays qui pollue le plus, hein, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, on est aussi dans le pays qui a bien compris qu'il fallait faire quelque chose de ce côté-là. Et c'est le pays qui a investi le plus dans les énergies vertes en termes de volume, beaucoup plus que les États-Unis, par exemple, 2 fois plus que les États-Unis, par exemple, dans les énergies renouvelables, éoliennes, hydroélectriques et solaires, et est en train de développer une filière de l'industrie des véhicules électriques qui, dans quelques années, risque d'être très compétitif dans tous les pays du monde. Au moment où nous, on est en train d'abandonner notre, quelque part, savoir-faire en matière de véhicules, parce que dans un véhicule électrique, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de boîte de vitesse, où les Européens étaient très forts dans ces deux domaines-là. Et aujourd'hui, les Chinois sont pratiquement les meilleurs dans les batteries. Et d'ailleurs, beaucoup de constructeurs européens aujourd'hui s'équipent en batteries chinoises. Et il y a un certain nombre de marques chinoises qui sont très compétitives et qui vont bientôt inonder les marchés mondiaux. Donc effectivement, si on regarde d'un point de vue moral, on peut se poser la question de savoir si la Chine est fréquentable. Et si on a plutôt une vision pragmatique pour la planète, on voit bien qu'on est dans un pays aujourd'hui où 60% du parc automobile en 2030 sera composé de véhicules électriques. Et donc, les émissions de CO2 seront vraiment réduites à ce moment-là. Et il y a eu des efforts déjà qui ont été faits depuis 10 ans qui sont Et il pourrait y avoir une incroyables. accélération de la part, encore une fois, de Xi Jinping dans le cadre de son nouveau mandat pour mettre encore plus Ça le fait paquet, notamment partie. sur l'électrique. Alors qu'en fait, on a aussi boursièrement, c'est là où c'est intéressant, accélération d'un point de vue politique et de politique économique, et acteurs qui en bourse ont largement trinqué le secteur auto chinois, comme d'ailleurs tous les secteurs dans le monde. Oui, effectivement, oui, c'est très juste parce que effectivement, la bourse chinoise s'est écroulée du fait de ce ralentissement économique et du fait que les investisseurs internationaux sont complètement sortis. Mais aujourd'hui, on peut se dire que le marché chinois va être très décorrélé des autres marchés. Et effectivement, il y a ces valeurs d'économie verte sont prônées dans le projet de la common prosperity. Et aujourd'hui, les valeurs sont un petit peu à la casse, quoi, on peut le dire. Donc, dans une optique de moyen terme, et en décorrélation, c'est très intéressant. Et donc la Chine sera encore plus une zone boursière encore plus décorrélée du reste du monde, tout en partant avec des niveaux Oui, de price-earning ratio, de ratio cours sur bénéfice par action. Vous me disiez que je crois que on en parlait hors antenne, la bourse chinoise se paye 6 ou 7 fois les bénéfices. Hein. oui, exactement. Le MSCI China, on est sur un PE autour de 6-7% les bénéfices anticipés pour 2023. Et effectivement, dans un monde qui je dirais, fragmente, on va rentrer c'est un marché qui va être très décorrélé et qui est très intéressant aujourd'hui d'un point de vue boursier, notamment sur ces thèmes qui vont être dans une économie un petit peu volontariste et dirigée sur quelques secteurs qui sont des secteurs d'avenir pour la Chine. Avec des marques, on finit là-dessus, Jean-Marie, des marques qu'on ne connaît pas. Hein. Encore une fois, Geely, Xpeng, BYD, c'est des marques qu'on ne connaît pas ici. Hein. Oui, on peut rajouter NIO, et c'est des marques qu'on Dans ne le connaît secteur pas, mais auto, c'est des des constructeurs marques. auto-électriques. Hein. Et c'est des marques qui ont des plans pour aujourd'hui se développer dans les pays occidentaux. Hein. Donc, à moyen terme, il y a des marques qui sont aujourd'hui effectivement inconnues en Chine et qui vont devenir connues bientôt dans le monde entier. Allez, merci beaucoup Jean-Marie Mercadal, directeur des stratégies d'investissement chez OFI, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci, à bientôt. Merci David, au revoir. Allez, ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.